Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Aujourd'hui, notre édition du lundi 14 mars débutera par les premières assises d'Aquitaine sur les violences sexuelles, suivies d'une initiative de Pôle emploi, la matinée laisser la porte ouverte à la création ou à la reprise d'entreprise. Nous irons ensuite à Ondres, où les temps d'activité périscolaire sont solidaires avant de faire un peu de vélo à Saint-Martin-de-Seignance. Notre journal s'achèvera sur un peu de lecture par l'artiste avec un grand A, tant ses talents sont multiples, Sappho. Quand courage et opiniâtreté payent. Voilà déjà 3 ans que Sébastien Bouey, rugbyman victime d'un pédophile dans les années 90, crée l'association Colosse au pied d'argile. Cette association, dont le but est la prévention et la sensibilisation aux risques pédophiles en milieu sportif, a sillonné le département et les clubs pour enseigner aux éducateurs et aux jeunes sportifs et sportives les conduites à tenir. L'association a franchi encore une étape en organisant les premières assises d'Aquitaine sur les violences sexuelles. Images. Avec son travail sur le terrain et la médiatisation de son combat, Colosse au pied d'argile a permis de libérer la parole. L'association compte 1300 témoignages et 300 victimes accompagnées ou orientées pour arriver aujourd'hui à ses premières assises d'Aquitaine sur les violences sexuelles. En 3 ans, le Colosse a pris de l'ampleur. Quand j'ai créé l'association, honnêtement, j'étais parti pour faire le tour des Landes et du comité Côte Basque Landes de rugby, passer dans les clubs le mercredi après-midi pour parler aux enfants, pour dire que ça existe et pas qu'ailleurs et pas que chez les autres. Et petit à petit, j'ai senti une attente des clubs, vite même, une attente des clubs, autre que le rugby et autres départements. Donc je me suis dit que là, il y avait vraiment une grande attente. Et petit à petit, le Colosse il grandit et il se fait connaître un peu partout. Et maintenant, c'est l'aboutissement de 3 ans de travail sur le terrain, où maintenant on peut se permettre, avec le recul qu'on a, d'avoir fait déjà évoluer notre charte, que les clubs signent, mais surtout pouvoir participer à cette proposition de loi que l'on fait. Donc c'est pour, comme vous avez pu l'entendre, c'est pour faire la traçabilité des agresseurs et que tout bénévole entraînant, travaillant dans un club est une licence gratuite qui, pour l'avoir, devra présenter patte blanche avec le second volet du casier judiciaire. Une traçabilité des pédophiles qui tient à cœur au Colosse, car à l'heure actuelle, entre les différents comités, ligues et fédérations, il est facile pour un prédateur sexuel de brouiller les pistes. Dans son combat, Sébastien Bouey peut compter sur le soutien de nombreuses personnalités, dont la sénatrice Danielle Michel. Sébastien m'avait contacté pour faire une proposition de loi qui permettrait aux dirigeants de clubs de demander l'extrait numéro 2 du casier judiciaire de tout entraîneur bénévole ou de tout éducateur bénévole. Et donc je me suis renseignée. Il se trouve donc qu'il y a un projet de loi qui vient du gouvernement qui répondrait à la demande de Sébastien. Et ce projet de loi est en discussion. Et il est né de faits qui se sont passés dans l'éducation nationale en 2015 où des enseignants ont commis des actes délictueux de pédophilie et on s'est rendu compte que c'était des récidivistes. Donc le gouvernement a préparé un texte qui est actuellement en discussion. Alors il faut regarder dans quelle mesure ça s'appliquera au domaine sportif et quelles seront les extensions de cette loi au code du sport. Pour l'association, cette loi sera un grand pas en avant, mais le chemin est encore long. Je suis confiant, extrêmement confiant, peut-être trop confiant. Ce que je sais, c'est qu'il va falloir prendre son mal en patience parce que malheureusement, les lois, ça ne se fait pas en claquant des doigts. On a évoqué là, avec la DDCSPP peut-être une solution pour pallier déjà au suivi et que je puisse labelliser les éducateurs qui auront reçu la sensibilisation de l'association. Donc, peut-être que je pourrais, dans un avenir très proche, libérer déjà un pass Colosse aux éducateurs qui auront reçu la sensibilisation et qui auront montré patte blanche via la DDCSPP en présentant le 2e volet du casier judiciaire. Le but, c'est que les clubs qui s'engagent avec nous soient labellisés, bien sûr. On le fait déjà, mais officieusement. On veut rendre ça officiel et surtout accompagné par l'État et par le ministère des Sports. Rendez-vous sur le site Colosse au pied d'argile pour en savoir plus sur leurs actions, les contacter ou tout simplement soutenir l'association. Comment se retrouver dans le labyrinthe de toutes les contraintes administratives quand on souhaite créer ou reprendre une entreprise? L'agence Pôle emploi de Saint-Vincent-de-Tyrosse a décidé d'organiser une matinée porte ouverte, laisser la porte ouverte à la création ou la reprise d'entreprise. Explication.
Peut-être l'idée vous est déjà venue à l'esprit, créer ou reprendre une entreprise, serait-ce si compliqué ? Pour répondre à ces questions, Pôle emploi et ses partenaires organisaient une matinée portes ouvertes. L'objectif, c'est que l'agence ouvre ses portes à toutes les personnes, qu'elles soient demandeurs d'emploi ou non, pour rencontrer directement les partenaires, conserver leurs coordonnées et également pouvoir reprendre contact avec eux par la suite. L'objectif, c'est un premier contact, c'est une première analyse. Nous avons à l'heure actuelle sur l'agence de Tyros plus de 200 demandeurs d'emploi qui ont émis un projet de création d'entreprise à leurs conseillers référents. Donc le but, c'est de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir aussi accompagner au mieux ces personnes dans le développement de leur activité en étant inscrits au Pôle emploi. Ce qui se fait le plus, c'est la création d'entreprises, du moins par rapport à nos publics de demandeurs. Les publics de repreneurs d'entreprises sont des publics un petit peu différents, un petit peu diffus et qui ne passent pas nécessairement, pas toujours par les demandeurs d'emploi. Donc ça, c'est un petit peu compliqué, c'est accompagné différemment, mais ce sont aussi des options que l'on peut proposer à nos demandeurs d'emploi. On peut dire 382 créations d'entreprises l'année dernière sur notre territoire. C'est énorme, ça veut dire 382 personnes qui reprennent une activité et qui se réinsèrent dans la vie professionnelle. C'est un autre volet du retour à l'emploi et de la reconversion. Et ça, c'est très important d'accompagner les personnes sur ces projets-là. Et c'est le cas de Jessica, qui se lance dans la création d'entreprises pour être sa propre patronne, qui a trouvé le soutien de Pôle emploi. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on me dise « on vous suit ». Pour moi, c'est irréel. À la base, j'ai un diplôme de vente. Je ne trouvais pas dans ce milieu, donc je suis partie travailler dans du nettoyage. Mon ancien patron m'a fait passer une équivalence, un bac niveau 3, donc je l'ai eu. J'ai été embauchée en CDI et il m'a commencé à me laisser des responsabilités en tant que chef. Le fait qu'il m'ait laissé des responsabilités aussi rapidement, ça m'a donné le goût de... Oui, il faut que je crée mon entreprise. Avant que l'entreprise écoule, j'étais dans l'intention de créer cette entreprise. Mais je n'avais pas les moyens parce que pour moi, il fallait à tout prix avoir un fonds de commerce. Sauf qu'on m'a appris que non, on n'était pas obligé. Donc là, je me lance justement parce que ça fait 2 ans que je ne travaille plus et que moi, j'ai besoin de travailler. Et ça demande beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. Donc ça veut dire qu'il faut s'adresser aux professionnels. Donc en premier temps, ici, à nous, aux conseillers demandeurs d'emploi. Et dans un second temps, on travaille énormément avec les acteurs du territoire. La création d'entreprise, ce n'est pas notre cœur de métier. Donc nous avons signé des conventions avec les chambres consulaires, avec l'ADI, des représentants du RSI, des couverts d'entreprise, des pépinières. Il existe un énorme dispositif qui est vraiment à la disposition des personnes en création d'entreprise. Les 10 partenaires conseillent, accompagnent et vont probablement réitérer les opérations portes ouvertes dans les temps à venir. Dans le cadre des temps d'activité périscolaire rebaptisés nouvelles activités périscolaires, les enfants de maternelle et de primaire ont la possibilité de découvrir ou d'essayer de nouvelles activités. Et parce que l'école, c'est apprendre à lire, écrire et compter, mais pas seulement. À Ondres, le centre de loisirs qui encadre l'étape a installé un temps plus solidaire. Regardez. Depuis la rentrée de janvier, à Ondres, une partie des temps d'activité périscolaire est consacrée à la couture pour une bonne cause. On fait une poupée pour l'UNICEF. On fait des frimouses en fait et à la fête du centre arrêt, on achète des poupées et ça aide après pour les vaccins des enfants, pour les vacciner. Les frimouses de l'UNICEF existent depuis plus de 10 ans. De nombreux créateurs de mode et artistes ont pris part à cette opération en faveur de la vaccination. Cette année, des petits Ondrais de CE2, CM1 et CM2 se sont aussi lancés dans l'aventure. En fait, j'ai commencé à faire des recherches par rapport à la Convention internationale des droits de l'enfant. Et du coup, j'ai commencé à m'orienter vers l'UNICEF. Et j'ai été interpellée par les Frimousses qui rassemblent quand même des droits fondamentaux pour les enfants. Droit à une identité, droit à une famille, accès à la vaccination. Et j'ai trouvé l'idée très intéressante de la mettre en place notamment au temps d'étape pour pouvoir faire participer un maximum d'enfants et les sensibiliser au sujet. À partir de formes en tissu et de rembourrage fournis par l'UNICEF, les poupées prennent corps sous les petites mains des jeunes couturiers et couturières. On a tout rembourré, après on a fait le visage, puis les bijoux. Après on va mettre des perruques, on va faire des vêtements. Et quand elle sera finie, on lui donnera un nom et un prénom.
On a la chance d'avoir une animatrice pour l'étape qui est couturière professionnelle. Voilà, donc du coup, c'était encore plus intéressant de pouvoir leur apporter cette notion de création via la couture qui se fait malheureusement de moins en moins de nos jours. Ces petites frimouses sont bien plus que de simples poupées de chiffon. Elles portent en elles les droits des enfants, la diversité et la solidarité. Un projet qui nous semblait particulièrement intéressant puisqu'il répond aussi à une volonté de l'équipe municipale en place qui est de favoriser le vivre ensemble, permettre aux enfants de découvrir un petit peu l'autre, les différents enfants qui peuvent exister aussi dans le monde. Mais il y a surtout aussi un aspect de solidarité et ça c'était un sujet qui vraiment nous intéressait à la base et permettre à chacun d'être sensibilisé à ce sujet. Une soixantaine d'enfants vont prendre part à ce projet jusqu'à la fin de l'année pour confectionner ces frimousses, leur donner une identité et les faire adopter via des dons reversés intégralement à l'UNICEF. Maintenant, je vous propose un peu d'exercice. Et si nous allions faire un détour par Saint-Martin-de-Seignan à vélo pour l'inauguration de 2 pistes cyclables? Avant de couper le traditionnel ruban tricolore, invités et élus ont pu tester cette nouvelle piste cyclable, première phase d'un schéma de liaison douce à Saint-Martin-de-Seignan. La piste cyclable qu'on vient d'inaugurer là, ce matin est une piste qui est une première tranche d'abord d'un programme de 2 millions d'euros que nous avons lancé cette année et qui va pour cette première tranche du château de la Besse, c'est-à-dire Emmaüs, jusqu'à la mairie. Il y a un autre petit secteur qui a également été aménagé entre le carrefour de chez Pétiole, le carrefour à feu sur la 817 et la maison de retraite La Martinière. Voilà, c'est une première tranche. Notre ambition est de réaliser un programme qui nous permette un jour de se raccorder aux liaisons aquitaines, c'est-à-dire littorales, et à la liaison que vient de livrer le département le long de la Dour, de façon à avoir un réseau structurant à partir duquel on puisse avoir des liaisons de découverte du territoire, parce que nous avons des atouts touristiques et nous souhaitons pouvoir les faire découvrir par d'autres modes que les modes de déplacement habituels, et notamment par le vélo. La route Océane et la route de la Dour s'inscrivent pleinement dans la démarche municipale qui vise à favoriser la mobilité. Lorsque nous avons préparé notre programme politique pour les élections, nous avions mis l'accent sur les déplacements. Aujourd'hui, à Saint-Martin, on a 60% de bus en plus pour aller à Bayonne, ce qui n'est pas rien. On a transporté l'année dernière plus de 10 000 passagers pour les fêtes de Bayonne, avec un très très net renforcement de la possibilité d'aller aux fêtes de Bayonne dans la journée. Et on a également mis à disposition des Saint-Martinois une navette gratuite pour pouvoir aller à la plage d'Ondre. Voilà, c'est un développement des transports en commun qui est très important et qui est une volonté politique très forte de notre part. L'an prochain, une autre réalisation devrait voir le jour et permettre de relier la mairie et le carrefour à feu sur la 817 dans le cadre du réaménagement de la rue de Barrère. Quoi de mieux que l'atmosphère qui règne les jours précédant la journée des femmes pour inviter à la bibliothèque de Dax l'artiste aux multiples facettes et la militante féministe Sappho. Elle est venue pour le plus grand plaisir du public présenter ses 2 derniers ouvrages. Une rencontre empreinte de poésie. Sur la devanture de la vieille boutique, le magasin d'antiquité, il le voit, il l'a vu. Sur l'étalage, un cahier rouge, marbré, or éteint, mutilé, effiloché. Le carnet de cuir sang de gazelle, dit-on dans le pays, gît sur son rebord. Un coup de vent fait mouche, le cahier s'ouvre, le papier crie, et l'homme doit lire, écrit en lettres capitales, « On veut me rendre folle ». Bien, ce soir, nous recevions Sappho, la grande chanteuse qu'on sait, la grande poétesse qu'on sait peut-être un peu moins, mais qui est néanmoins romancière, femme de théâtre, femme d'opéra, femme de flamenco, femme multiple. Eh bien, ça fait partie de ces rencontres que nous organisons tout au long de l'année. Alors, évidemment, c'est la dernière avant les rencontres à lire, et à 4 jours de la Journée internationale de la femme, Sappho incarne de nombreux combats pour la condition féminine, pour tout ce qui touche à la vie et aux difficultés des femmes, bien sûr. Venue faire découvrir son recueil de poésie Blanc et son roman La Chambre turque, sorti en 2014 et 2015, la chanteuse montre qu'aujourd'hui les femmes ont leur place dans le monde de l'écriture. Je disais tout le temps, faut pas demander la parole, faut la prendre. C'est vrai que c'était très difficile d'oser être une artiste,
à tous égards. Un écrivain, par exemple, je me souviens d'être dans un avion et de me dire, le jour où on dira c'est le grand écrivain du 21e siècle, 20e siècle, pour une femme, et c'est arrivé puisqu'on parle de Virginia Woolf ou de Marguerite Duras, mais à l'époque c'était presque même pas concevable. Ou bien j'entendais dire, une femme ne peut pas être philosophe. Enfin, j'ai entendu des choses dans ma jeunesse, sans doute encore aujourd'hui, il doit y avoir ce genre de bizarrerie, quoi. La Chambre turque est une enquête avec Arthur, un héros qui tombe sur un journal dont l'auteur est une femme mystérieuse qu'il se met à admirer et à rechercher, tandis que Blanc questionne sur les origines. J'appelle dans l'obscure chasse un sable de secours. Le premier sable ne fut jamais premier. Il n'y eut, sans le Y, que ce bord dans le vivre, avec ou sans l'œilleton du savoir. Ils jettent ce mot blanc dans leur langue séchée, barbarie, comme avant toute parole. La poésie, c'est une langue très lourde, chaque mot compte, chaque syllabe compte, je dirais, plutôt. Et c'est un objet sonore, et il y a une bizarrerie dans l'écriture, quelque chose qui doit étonner, qui doit surprendre, on ne le dirait pas comme ça, mais ça parle. Il y a toujours cette tentative de bousculer la langue. Et dans la prose, alors c'est une autre affaire. Parfois son œil bleu se veloutait en regardant une femme, surtout en cette occasion. Un velours tendre retourné sur lui, regardé par celle-ci. Ce désir qu'elle le regarde, une autre moins jolie et moins insolente, moins voyante. Il n'essaierait rien, le velouté de l'œil, un hommage qui lui serait aussitôt rendu. Mais il fallait que cet hommage lui fût renvoyé par une personne digne, selon ses lois intimes, de le voir. Là, dans ce roman qui était vraiment un gros morceau pour moi, ce qui m'a pris 10 ans à écrire ou 12 ans, c'était une idée d'une mise en abîme, parce qu'il y a un lecteur qui lit un texte, il y a plusieurs plans comme ça de semblant, de réalité, et c'est toute la question de qu'est-ce que cette vérité insaisissable, quoi. Et pour nous tous. Et le leurre amoureux, c'est l'histoire du leurre amoureux, en tout cas, ce roman. C'est autour de ça. La poésie et la prose, deux exercices totalement différents dans lesquels Sappho s'épanouit, tout en continuant de s'exprimer sur scène en chanson. Cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver mercredi pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée.